Bonjour et bienvenue en direct d'Océanopolis, Centre national de culture scientifique dédié à l'océan, où nous sommes en direct dans la salle Antarctica du pavillon polaire. La France organise et préside cette année, en juin, la 43e réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Et à cette occasion, d'abord il s'agit d'un rendez-vous diplomatique, mais également l'opportunité de valoriser les travaux scientifiques français et les rôles de l'Institut polaire français. Cette émission s'inscrit dans la poursuite des activités des événements organisés depuis cette semaine, avec tout d'abord le séminaire polaire junior, où nous avons pu ainsi sensibiliser plus de 115 élèves, et également hier soir une grande table ronde qui a permis de comprendre les grands enjeux au niveau des pôles scientifiques, environnementaux, géopolitiques, juridiques, etc. Alors cet après-midi, nous vous proposons de découvrir en avant-première l'exposition Animaux polaires, une vie de scientifique à travers les témoignages des scientifiques qui ont participé à cette exposition et ainsi s'immerger dans leur laboratoire et comprendre leurs activités de recherche. Mais je ne suis pas seul puisque je suis également avec Aude. Bonjour Aude. Bonjour Lionel. Alors Aude, quel scientifique nous allons découvrir cet après-midi ? Alors cet après-midi, on va rencontrer 3 scientifiques. On va rencontrer Jan Roper-Couder, qui est chercheur au Centre d'études biologiques de Chizé, qui travaille sur les manchots Adélie. On va aussi avoir un reportage sur Christophe Guinet, chercheur au Centre d'études biologiques de Chizé également, qui lui travaille sur les éléphants de mer. Et enfin, on terminera avec Cyril Galu, qui est maître de conférence à Sorbonne Université, qui dépend aussi du Muséum national d'histoire naturelle et qui travaille à la station marine de Concarneau, et lui qui travaille sur l'ensemble de la macrofaune benthique. Il nous en dira plus tout à l'heure. Donc un programme assez riche cet après-midi. Vous, les internautes qui êtes connectés, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion Facebook. Nous pourrons ainsi poser les questions en direct et tenter d'y répondre. Alors Aude, on va peut-être démarrer cette émission. Par qui on commence ? On va commencer avec Jan Roper-Couder, et sur le manchot Adélie. Donc Jan travaille en Antarctique sur les manchots Adélie comme bioplateforme de l'environnement marin. Il cherche à connaître sur le long terme leurs performances de reproduction et de recherche alimentaire en mer, d'espèces éco-indicatrices des changements environnementaux, afin de relier ces performances aux caractéristiques physiques du milieu. Le reportage va nous éclairer un peu plus là-dessus et ensuite on discutera autour du totem pour éclairer certains termes un peu compliqués. Très bien. Alors, on regarde et après on se retrouve dans le forum pour découvrir l'exposition et le totem de Jan Roper-Couder. A tout de suite. Bonjour, Jan Roper-Couder, directeur de recherche au Centre d'études biologiques de Chizé. Bienvenue sur le campus. Je vais vous emmener voir où est-ce qu'on travaille lorsqu'on n'est pas en Antarctique. C'est ici que ça se passe. Alors nous, on travaille sur les oiseaux marins, c'est-à-dire qu'on va suivre ce qu'ils font en mer au moyen de petits appareils électroniques, des biologueurs. Il y en a différents types. Ici, vous avez tout un panel des appareils qu'on utilise classiquement, je dirais. Certains sont très simples, comme ceux-là, qui sont des GPS, tout bêtes, qui vont nous donner la position de l'oiseau lorsqu'il est en mer. Et puis, il y en a des un peu plus compliqués, pas beaucoup plus gros, mais un petit peu plus compliqués, dans le sens où ils enregistrent beaucoup plus de paramètres à la fois. Celui-là, par exemple, va faire non seulement le GPS, mais il va également prendre l'accélération selon 3 axes, donc tous les mouvements de l'oiseau, sa posture aussi, et puis évidemment la profondeur à laquelle il plonge, la température, etc. Donc ça, c'est un peu, je dirais, l'appareil qu'on utilise classiquement
le plus souvent. Il est profilé hydrodynamiquement, comme ça il ne gêne pas l'oiseau. Et puis il est suffisamment petit pour aller sur différentes tailles de manchots, depuis les manchots royaux jusqu'aux manchots pygmées. Après, on a d'autres types d'appareils, plus petits, mais qui, eux, peuvent nous permettre d'avoir des informations sur les périodes où ils sont partis en mer pendant très longtemps. Par exemple, pendant la migration hivernale, quand ils partent plusieurs mois en mer, on leur met ces petits appareils qui vont nous dire où ils vont, à quelle profondeur ils plongent, et sans les déranger, parce qu'ils sont suffisamment petits pour ne pas les gêner. Alors voilà le type d'appareil que l'on met sur les oiseaux. Celui-là, c'est un peu notre appareil classique, c'est un biologueur qui fait plusieurs choses. Il mesure notamment où va l'oiseau avec un GPS, il mesure à quelle profondeur il plonge, mais il mesure aussi les positions, la posture de l'oiseau, et puis tous les mouvements que l'oiseau fait, avec un accéléromètre qui mesure sur 3 axes, tous les mouvements. Ça, c'est un peu, je dirais, la boîte à tout faire en biologueur qui nous sert le plus, qui peut aller sur tous les types d'oiseaux, manchots royaux, manchots pygmées. Comme vous voyez, il est bien profilé pour justement ne pas gêner l'oiseau lorsqu'il nage. Donc celui-là aussi a un accéléromètre à l'intérieur. Donc l'accéléromètre, il va nous donner les mouvements brusques d'un oiseau, mais aussi sa posture, les mouvements un peu plus lents, s'il change de posture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va mesurer donc l'accéléromètre sur 3 axes, c'est-à-dire les mouvements dans cet axe-là, dans cet axe-là et dans cet axe-là. Et ça va nous permettre de reconstruire toute la position de l'oiseau dans les 3 dimensions. Donc j'ai commencé, en fait, après le baccalauréat, je suis allé à l'université en France, à l'université de Lyon, où j'ai suivi un cursus un peu classique de biologie, de dynamique de population, des choses comme ça, d'écologie aussi. Et puis après, je suis parti hiverner donc, en Antarctique, pour le compte du laboratoire de Strasbourg, qui faisait des recherches sur les manchots et qui cherchait un volontaire à l'aide civile. Donc ce sont ces jeunes gens qui partent de 6 mois à 1 an faire leur service militaire en fait sous une forme civile. Donc là j'étais chercheur, on va dire, sur le terrain, assistant de recherche pour le compte d'un laboratoire. En rentrant de cet hivernage, je suis parti faire mon DEA à l'époque, donc ça n'existe plus, mais c'est l'équivalent d'une 2e année de master, on va dire. Et à la suite de ça, j'ai eu la chance de me voir proposer une bourse de thèse pour aller travailler au Japon. Donc je suis parti faire ma thèse au Japon, dans une université japonaise, dont je vous passerai le nom, parce que en japonais, ça ne vous dira pas grand-chose. Et j'étais en fait détaché à l'Institut polaire japonais pour faire le travail. Donc je baignais encore une fois dans les manchots, dans le monde de la recherche polaire. Et c'est seulement après 10 ans donc, passés dans cet institut polaire où j'ai fait beaucoup de contrats de chercheurs, où je suis allé sur le terrain en Antarctique, que j'ai réussi à obtenir en fait, le concours d'entrée au CNRS qui m'a permis de rejoindre d'abord le laboratoire de Strasbourg qui m'avait employé pour le volontariat à l'aide civile. Et ensuite, je suis venu ici au Centre d'études biologiques de Chizé pour continuer toujours mes recherches dans le monde polaire. Alors principalement, mon sujet de recherche s'intéresse en fait à l'écologie des oiseaux marins, les manchots, mais pas que, c'est quand même beaucoup plus les manchots que d'autres espèces. Et l'idée, c'est de les équiper donc avec des appareils qui vont mesurer leur activité lorsqu'ils sont loin de leur colonie, lorsqu'ils sont en mer. Leur activité, mais pas seulement. Ces appareils vont aussi mesurer finalement l'état physique de leur environnement, dans la température de l'eau, sa salinité ou d'autres choses comme ça. Et ça va nous aider en fait à comprendre comment se porte l'écosystème, quel est son statut. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que l'oiseau trouve beaucoup de ressources alimentaires? Ou est-ce qu'au contraire, il a du mal à en trouver? Et en fait, avec ces informations-là, on arrive à se servir des animaux comme éco-indicateurs, des indicateurs, si on veut, écologiques, de l'état de l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon travail. Et pour un peu, je dirais, suivre ça sur le long terme, j'ai mis au point des observatoires biologiques où en fait, on suit tous les ans les mêmes espèces aux mêmes endroits, on suit leur activité sur tout leur cycle de reproduction, et on accumule comme ça une vision au long terme, une évolution en fait de l'écosystème en fonction des changements qui s'y passent. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille sur les manchots plus particulièrement? Déjà parce que ce sont des animaux qui sont dans un écosystème qui est très difficile à aller étudier. Donc ils nous servent d'auxiliaire en fait de la recherche. En effet, ils se nourrissent, ils vivent dans un endroit qui est froid, qui est recouvert de glace et qui est donc pas facilement accessible pour les chercheurs. Donc du coup, les manchots, en allant se promener sous la glace
pour chercher leur nourriture, nous donne une vision d'un écosystème qu'on ne peut pas étudier autrement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est parce qu'ils sont dans un environnement polaire qui est extrêmement fragile. En ce moment, vous avez tous entendu parler des changements climatiques, du réchauffement global, qui affecte en fait toute la surface de la planète, y compris les pôles. Et comme les pôles, c'est une zone de glace, tout ce qui dit réchauffement dit fonte de glace et donc changement dans l'environnement. Et donc ces endroits très fragiles, il faut s'en occuper maintenant avant que tout soit bouleversé, que tout change. C'est au niveau des pôles que la fonte des glaciers va contribuer à l'élévation du niveau de la mer dans d'autres endroits. C'est au niveau des pôles que la régulation en fait, du climat aussi se fait, puisque c'est là que la glace joue un effet tampon, que l'océan austral redistribue les perturbations. Donc c'est vraiment un environnement qui est très important à comprendre. Et peut-être la dernière raison pour laquelle on utilise les manchots, c'est aussi parce que c'est une espèce dont tout le monde a entendu parler, qui est très iconique. Les gens aiment bien les histoires de manchots, ça les touche quelque part. Et donc quand on veut alerter ou sensibiliser le public, c'est aussi une bonne espèce pour cela. Alors l'environnement dans lequel j'évolue au cours de l'année, en fait il y a 3 endroits. Il y a tout d'abord le terrain, donc le polaire, on va dire l'Antarctique, des fois l'Australie, parce qu'il y a aussi des manchots en Australie, ou dans d'autres endroits ou du globe. Donc ça, c'est la partie où on va accumuler, chercher les données. Le deuxième endroit où se passe le travail, c'est derrière l'ordinateur. C'est même l'endroit où on passe le plus de temps, malheureusement. On préférerait passer plus de temps sur le terrain, mais on n'a pas vraiment le choix. Et derrière l'ordinateur, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On analyse les données qu'on a accumulées depuis le terrain. On écrit des articles, on fait en fait toute la partie analyse et présentation des résultats de ce qu'on a trouvé sur le terrain. Et le troisième environnement dans lequel je travaille, c'est un environnement, on va dire, plus relationnel, où on va participer à des conférences, on va aller voir les décideurs politiques pour leur faire passer les messages que nos données, que nos analyses ont montrés. Ça peut être des décideurs au niveau on va dire, de l'Antarctique, plus généralement le traité de l'Antarctique notamment. Ce sont des gens qui sont à l'affût de tous nos résultats scientifiques pour pouvoir prendre des décisions politiques derrière. Et on a également toutes les réunions scientifiques, donc les endroits où on se réunit entre experts pour monter des collaborations, pour échanger sur nos résultats et avoir une vision peut-être aussi plus globale de tout ce qui se passe autour de l'Antarctique. Il faut bien comprendre que chaque groupe travaille à un endroit précis, mais c'est bien d'avoir en fait une vision où chacun se dit « Ah bah chez moi ça se passe comme ça, chez toi ça change comme ça », et puis donc d'avoir une vision plus synthétique. Donc, un de mes modèles de prédilection, le manchot Adélie, est un bon modèle pour étudier tout ce qui se passe en termes de changements environnementaux, les changements liés au climat, notamment parce qu'il dépend essentiellement de la glace de mer pour se nourrir. Et donc, du coup, quand on parle changement climatique, réchauffement de l'environnement, on pense évidemment à la glace qui fond. Et donc, l'habitat dans lequel évolue le manchot Adélie, qui a tendance à disparaître, ou en tout cas à être modifié de manière très, très forte. Donc ce manchot Adélie, quand on l'étudie, quand on le suit au cours des années, on peut voir des évolutions, on peut voir comment son comportement évolue, comment son régime alimentaire évolue. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant par rapport justement au manchot Adélie et donc l'évolution de son comportement au cours du temps. La toute première fois où je suis allé en Antarctique pour l'étudier, c'était en 1998. Et jusqu'à aujourd'hui, on a continué à le suivre, à voir tout ce qu'il faisait d'année en année pour voir s'il y avait un changement en relation avec les changements de l'environnement. Et ce qu'on a vu, c'est que pendant très longtemps, ça n'a pas vraiment bougé. En tout cas, dans l'endroit où nous, on étudiait en Antarctique, qui est l'Antarctique de l'Est, la glace n'avait pas tendance à vraiment changer. On avait même une tendance un peu inverse de ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire une augmentation légère de la couverture de glace. Mais là, depuis 2015, on est arrivé en fait à un point de rupture où on commence à avoir des étés avec de moins en moins de glace. Alors pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à un niveau où on a des changements très, on va dire, visibles sur le comportement en lui-même. D'année en année, on voit quelques changements, mais pas beaucoup. Par contre, il y a quand même 2 années qui ont été extrêmes en termes de couverture de glace, où là, on a eu beaucoup plus de glace que d'habitude. Et là, on a eu 2 années extraordinairement catastrophiques. On a eu des années catastrophiques au point de vue de la reproduction du manchot Adélie. C'est-à-dire que pendant de la saison 2013-2014 et la saison 2016-2017, les oiseaux, qui sont à peu près au nombre de 20 000 paires, donc 20 000 couples de manchots, ont eu 0 poussins qui ont réussi à arriver à l'âge adulte. Et donc ça avait été du jamais vu. Dans toutes les années où on a suivi ces animaux-là, jamais on n'avait eu une année 0 où les oiseaux n'arrivent pas à amener un poussin jusqu'à l'âge adulte.
Donc ça, c'était un signe, je dirais, d'une couverture de glace un peu trop étendue, mais on ne sait pas encore comment ça va se passer lorsque la glace va finalement avoir la tendance inverse, qui va être de se réduire jusqu'à peut-être disparaître complètement. On sait que dans d'autres endroits de l'Antarctique, c'est déjà un peu le cas, il y a beaucoup moins de glace, et les manchots rentrent en compétition avec d'autres espèces qui profitent de l'absence de glace pour venir voir ce qu'il y a comme ressources intéressantes. Et donc cette compétition-là, pour l'instant, dans notre coin, là où on étudie le manchot Adélie, on n'en a pas. Qu'est-ce que ça va donner plus tard, on ne sait pas. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire du suivi au long terme. C'est pour ça qu'il faut des observatoires, pour pouvoir justement comparer ce qu'il y avait avant, maintenant et après. Les changements environnementaux, donc on a le GIEC, le groupement d'intérêt pour l'étude du climat, qui fait des projections, des prédictions pour le futur. Elles sont toutes mauvaises en général. On va aller de plus 2 degrés dans le meilleur des cas à plus 6 degrés dans le pire des cas. Donc forcément, quand on est en Antarctique et que c'est un territoire dont tout l'écosystème, en fait, tous les écosystèmes sont gouvernés par la glace là-bas, s'il y a un réchauffement de plusieurs degrés, on peut imaginer que la glace va disparaître et que donc il va y avoir un bouleversement à tous les niveaux, en fait, à tous les niveaux de l'écosystème. Le manchot Adélie, lui, il est parmi les espèces qui sont au sommet des chaînes alimentaires. Donc tout ce qui va se passer en dessous, ça va l'impacter, forcément. Alors comment ça va l'impacter? C'est un peu là, je dirais, le travail qu'on fait, c'est d'essayer de comprendre comment cet animal-là peut faire face à ces changements-là. Est-ce qu'il peut s'adapter ou est-ce qu'au contraire, il va falloir qu'il change complètement de stratégie, de proie, qu'il aille voir ailleurs? Donc là, pour l'instant, c'est toute cette accumulation de données qu'on fait vise à voir la plasticité ou la flexibilité que l'animal a vis-à-vis de son écosystème. Est-ce qu'il dépend absolument d'une ressource qui dépend de la glace, et donc s'il n'y a plus de glace, c'est fini, il est obligé d'aller voir ailleurs pour essayer d'en trouver, ou alors il sera capable de changer son régime alimentaire et de trouver d'autres types de proies pour se nourrir. Ce qu'on a vu récemment, notamment, et qui nous inquiète un petit peu aussi, c'est que dans le régime alimentaire du manchot Adélie, dans les proies qu'on a l'habitude de le voir manger, est apparu un nouveau type de proie, ce sont les méduses. Alors qu'on pensait que les méduses, c'était de l'eau à 90%, et donc c'était pas une proie intéressante pour le manchot Adélie, et ben on a vu qu'ils les chassaient, qu'ils essayaient de les capturer et qu'ils les ingéraient. Et pas par accident, c'est vraiment délibéré. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on avait loupé avant? On ne s'était pas rendu compte qu'ils se nourrissaient de méduses? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer dans l'écosystème et un nouveau type de proie qui est en train d'apparaître? Si c'est le cas, c'est pas forcément positif pour le manchot Adélie, parce que comme on le disait, c'est une proie qui est essentiellement composée d'eau, donc qui n'est pas très riche d'un point de vue énergétique. Est-ce que ça suffira pour que le manchot Adélie se sustienne et puis surtout arrive à nourrir ses poussins? Ça, c'est pareil, ça demande plus d'études pour voir un petit peu comment ce type de proie peut permettre au manchot Adélie de se nourrir. Quand on parle du manchot Adélie, il faut comprendre qu'on peut le voir à terre, on peut le compter à terre, on peut voir ses populations. Par contre, quand on veut voir ce qu'il fait en mer, ou comprendre justement où il va, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est sous la glace, on est obligé de passer par des appareils enregistreurs qu'on lui fixe sur le dos de manière temporaire, donc c'est des biologueurs. Donc l'intérêt d'avoir un biologueur, ou quelque chose qui va enregistrer les données à l'intérieur d'une mémoire, c'est qu'on n'est pas tributaire de l'endroit où se trouve l'animal. Par exemple, s'il va sous la glace, un satellite ne peut plus communiquer. Mais comme là les données sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, on est tranquille, ça continue à nous donner des informations. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que quand l'animal revient à son nid, il faut le recapturer pour prendre l'appareil et lire les données. Donc, une fois que le manchot est revenu de son voyage en mer, on récupère l'appareil, on va aller au laboratoire, on va brancher l'appareil, ici on a le port de communication, on va donc brancher l'appareil sur l'ordinateur et on va faire transférer les données sur l'ordinateur pour pouvoir les analyser ensuite. Donc là, par exemple, ici, on a des données qui viennent de cet appareil et qui retracent en fait toute l'activité en mer du manchot. En noir, ici, vous avez les profondeurs de plongée. Alors ici, par exemple, c'est toutes les plongées qui ont eu lieu sur une journée. Donc vous voyez que l'oiseau est quand même une belle machine à plonger qui ne s'arrête jamais. Chaque trait noir que l'on voit ici, en fait, c'est une plongée. Voilà, vous avez ici une série d'une vingtaine de plongées qui s'enchaînent les unes aux autres. Alors là, on peut voir qu'il est descendu pas très très profond, il est allé jusqu'à 20 mètres à peu près. Les autres lignes, alors il y en a plein à droite et à gauche,
Ça peut paraître un peu bizarre, mais celle qui est intéressante peut-être, ce sont les 3 lignes colorées du bas, qui représentent les 3 axes de l'accélérométrie dont on parlait avant. Donc si on zoome sur une plongée, pour aller voir un petit peu plus précisément, on peut voir ici des petites oscillations, qui sont en fait les battements des ailerons des manchots pendant qu'ils nagent. Donc on peut suivre chaque battement d'aileron, voir à quelle fréquence il battait les ailerons, voir jusqu'à quel moment il était à une vitesse, on va dire, constante de battement d'aileron, puis à quel moment il y a eu des changements. Et ces changements, ils servent en fait à nous dire, là, l'oiseau a rencontré quelque chose, il a rencontré une proie. Si jamais il se met à battre, comme ici, très fortement, ou à avoir un signal très fort, ici, on se dit, ben voilà, là, il y a eu quelque chose, il a poursuivi quelque chose. Et donc, ça permet en fait de reconstruire le nombre de proies rencontrées par plongée, puis au cours de tout le trajet, et donc d'avoir une idée de combien d'énergie il a pu collecter pendant son voyage. Quand j'ai encore l'occasion d'aller en Antarctique, ce qui n'arrive plus très souvent, mais quand je peux y aller, c'est le plaisir aussi d'échapper justement à tout, puisque là, on peut se réfugier derrière la difficulté de communiquer, et dire à toute cette espèce de bulle administrative dans laquelle on nage la plupart du temps, leur dire, écoutez, là, non, je ne serai pas disponible, et de se retrouver dans un milieu où, finalement, on voit des manchots qui font depuis 10 000 ans la même chose, et puis qui sont bien, qui sont intégrés dans leur environnement. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... Ça, c'est le côté, je dirais, agréable de se dire, je pars dans un endroit où on est loin de tout. Après, le plus beau souvenir que j'ai, c'est effectivement... c'est pas des souvenirs qui peuvent peut-être parler, parce que c'est quelque chose qui est ressenti à tous les niveaux. C'est pas que la vision, c'est pas que la mémoire. C'est l'odeur de l'air de l'Antarctique, quand on est dans cet air froid et vif et très sec. C'est le bruit des glaciers, c'est l'odeur de fientes de manchot qui empue l'air, mais qui a une odeur tellement spécifique. C'est effectivement le contact avec les animaux, avec des animaux qui sont à 1000 lieues de voir des humains de manière, je dirais, normale ou naturelle. Peut-être un des plus beaux moments, ça a été une rencontre avec un orque, où en fait, il m'a vraiment montré que c'était pas moi le plus intelligent des deux. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, si tu veux attirer les orques, tu te mets au bord de la plage, comme ça, puis tu trempes tes bottes dans l'eau, tu fais comme si tu étais un manchot. Et en faisant ça, en fait, on a vu effectivement croiser un orque, alors qu'on n'en avait pas vu depuis un petit moment. On a vu l'aileron passer comme ça, et puis on le suivait tous du regard pour se dire, on le voit quand même à 10 mètres, il est pas loin. Et en le suivant bien du regard, d'un seul coup, on a entendu pfff. Et en regardant nos pieds, pendant qu'il y en a un qui nous attirait, il y en a un autre qui est arrivé par en dessous, puis qui venait voir si c'était intéressant de croquer dans les bottes. Et on est resté comme ça, peut-être 2-3 secondes, à se regarder dans le blanc de l'œil, et lui me regardait de haut en bas en se disant intéressant ou pas, non, peut-être pas. Et il est reparti comme ça, et c'est là où on se dit, ah ouais, excuse my French, mais le plus con des deux, c'était pas lui. Alors Aude, voilà, on vient de voir le reportage de Yann Roper-Couder. Je crois que tu te trouves maintenant dans le forum. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu globalement cette exposition ? Oui, alors je suis devant l'ensemble des totems parce que c'est une exposition qui est constituée de 12 totems. Chaque totem représente un animal avec son scientifique. En fait, l'idée, si tu veux, c'était de montrer le partenariat entre un chercheur et l'animal qu'il étudie. D'une certaine manière, on a 2 chercheurs, on a l'animal et le scientifique. Donc chaque totem explique le travail du chercheur auprès d'un animal particulier. Donc là, Yann vient de nous parler des manchots et le totem sur lequel il a travaillé explique son travail et surtout la vie du manchot Adélie. D'accord. Donc le manchot Adélie, est-ce que tu peux te rapprocher du totem du manchot Adélie et puis qu'on puisse le découvrir, ce fameux totem ? Oui, bien sûr. Chaque totem est construit de la même manière avec une représentation à l'échelle de l'animal. Donc ici, on a un petit manchot Adélie qui est bien joli là à côté de moi. Il y a son nid, il y a tout l'ensemble en fait, enfin pas tout évidemment, mais une grande partie des objets sur lesquels qui sont représentatifs du travail du chercheur sur le terrain. D'accord. Et là, je suis en face de la carte d'identité du manchot. Donc, c'est de la première partie, en fait, on va dire la première phase de l'exposition qui décrit les spécificités du manchot Adélie, comme sa taille, tu vois, 60 à 70 cm, son poids, la différence entre les femelles et les mâles.
D'accord. Et oui, parce que finalement, Aude, chaque totem a un petit peu sa carte d'identité pour présenter l'espèce, hein, c'est ça? oui, l'idée c'est de resituer, si tu veux, l'espèce sur son lieu d'habitat, sur ses spécificités. Si c'est un oiseau, si c'est un mammifère, si c'est un échinoderme, on va découvrir tout ça. Et on va aussi découvrir la façon dont il vit. Alors, ils se ressemblent tous, ces manchots. Comment on les mesure? Comment on les pèse? Est-ce que tu as avec toi des instruments que nous pourrions voir pour comprendre un petit peu le travail des scientifiques et de Jan Rupert-Couder notamment? Oui, tout à fait. Alors, si tu me vois là, j'ai en main ce qu'on appelle un pied à coulisses. Et on va voir là sur la photo, Katia va nous montrer la photo qu'il y a là. La pince à coulisses, par exemple, permet de mesurer le bec. Et en fait, tous ces instruments vont nous permettre d'avoir des informations très précises sur les animaux, et aussi sur leur évolution. C'est-à-dire du moment où ils sont poussins, en passant par leur âge adulte et jusqu'à leur vieillesse, puisque tu connais l'âge moyen d'un manchot? Eh ben non, justement, tu vas me l'apprendre, Aude, là je t'écoute. Eh ben c'est 20 ans environ, donc c'est 20 ans, beaucoup. Oui, d'accord. pour une si petite bête, c'est quand même beaucoup. Alors justement, Aude, donc on voit qu'il y a des instruments au niveau du totem, mais on voit aussi qu'il y a des photos. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu, ces photos? Oui, bien sûr. Là, tu vois, on a des petits poussins de manchots Adélie, donc avec leur duvet caractéristique, un peu grisé et très duveteux. Et en dessous, on a plutôt des manchots Adélie. Donc on peut imaginer qu'ils sont sur la banquise et qu'ils se préparent à partir chasser dans la mer libre. Parce que c'est une des grosses contraintes du manchot Adélie, c'est d'aller chercher sa nourriture. Donc, Alors, c'est vrai, on voit ils sont au niveau de la glace. Tu peux nous présenter un petit peu leur cycle de développement succinctement? Oui, c'est la deuxième partie de cette exposition où on a une explication de ce qu'on étudie dans le manchot Adélie et notamment leur cycle de vie. Et par exemple, le manchot Adélie, tu vois, vient à terre sur la banquise et sur la terre ferme, puisque je ne l'ai pas précisé, mais Yann nous l'a dit, il travaille en terre Adélie sur les colonies de manchots Adélie qu'il y a autour du Mont d'Urville, la station française. Et les manchots arrivent à peu près en octobre-novembre sur la terre, pouvoir pondre, faire leurs œufs. C'est des couples qui sont fidèles en moyenne toute leur vie. Et pour élever leurs petits sur le socle rocheux. Ils font des nids en cailloux, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Une fois que leur petit est né, il faut le nourrir. Et c'est là où, pour le manchot Adélie, l'état de glace, c'est-à-dire l'état de banquise, si elle est plus ou moins grosse en fonction des années, va contraindre sa possibilité d'aller chercher de la nourriture et surtout de la ramener. S'il doit marcher énormément pour rejoindre la terre ferme, il va perdre une grosse partie du bénéfice qu'il a eu d'aller chasser en mer. D'accord. Donc Aude, là je t'entends parler, donc je comprends bien... il y a une période au niveau de la terre, une période au niveau de la glace. La glace est très très importante dans la vie du manchot. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle parfois du manchot Adélie comme une espèce sentinelle des changements climatiques. Alors qu'est-ce qu'une espèce sentinelle? C'est une espèce qu'on va étudier dans sa relation, c'est la conséquence sur cette espèce de son évolution face au changement climatique. Et là, tu vois, je te parlais de la banquise et l'évolution de la banquise. Oui. Elle est plus ou moins grande en fonction des années, donc en fonction des années plus chaudes, moins chaudes. Il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus. Et quand elle est très grande, ils se nourrissent moins. Ils peuvent moins se nourrir, les poussins peuvent moins se développer parce qu'ils ont moins à manger. Et ces années-là, ce sont des années un peu charnières pour le développement des manchots Adélie. Quand on les suit depuis si longtemps, comme Yann nous le disait, ça nous permet d'avoir des références sur chaque année en fonction des états météo et des états climatiques à l'instant donné. Donc l'animal va être représentatif, son cycle de vie, tout ce qu'on mesure avec les données dont on parlait tout à l'heure, vont être représentatifs d'un état à un moment donné et vont nous permettre de savoir exactement comment l'animal va réagir à un moment donné. Alors Aude, tu nous présentais justement le cycle du développement du manchot. Est-ce que tu peux nous montrer, Yann notamment dans sa vidéo, nous montrer des petits instruments? Est-ce que tu peux nous les montrer? Parce que je crois que l'exposition en présente. Oui, tout à fait. Donc c'est les balises dont parlait Yann dans son reportage. Donc là, on en a quelques-unes qui sont représentées. Mais alors ça, ce sont des balises qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations sur l'environnement du manchot. Mais tu sais qu'on peut suivre le manchot aussi.
Alors, donc on le suit, alors, d'après ce que j'ai compris dans le reportage, on peut même le suivre dans ses plongées, dans le battement de ses ailes. Alors je t'écoute, dis-moi en plus. En fait, on peut identifier les manchots comme on a des puces pour identifier les chiens et les chats quand on va chez le vétérinaire et on veut marquer son animal et le retrouver, on lui met une puce sous la peau. Et c'est la même chose pour les manchots. Ce qui nous permet en fait de suivre les manchots pendant toute leur vie, pendant leurs 20 ans de vie, et d'avoir des individus en fait quasiment Donc ce sont des vrais témoins, quoi, finalement. Exactement, des témoins. Ils représentent vraiment leur espèce, finalement, ils témoignent pour leur espèce. Exactement. Pendant 20 ans. Tout à fait. Maud, c'est vraiment passionnant. Est-ce que tu veux rajouter d'autres informations ? Non, ce que je pouvais dire juste, c'est qu'il y a eu des événements ces dernières années, il en parle, Yann, dans son reportage, des événements pluvieux en Terre Adélie. Et ça a eu des conséquences assez dramatiques sur la mortalité des poussins. Et je crois que l'importance du travail avec les animaux, que ce soit le manchot Adélie ou tous les autres qu'on verra plus tard, c'est aussi l'importance de mettre en avant en fait, ces conséquences dramatiques des changements climatiques et de pouvoir avoir des projections pour le futur. Merci beaucoup Maud. Alors, un petit signe pour les internautes qui êtes connectés, n'hésitez pas à mettre vos remarques, vos questions sur le fil de discussion, nous pourrons ainsi les relayer en direct. Et du coup, j'en profite puisqu'il y a une remarque, alors Aude, c'est pas une question, c'est une remarque. Bravo pour toutes ces recherches, j'espère que tous ces travaux permettront de convaincre les politiques qu'il est temps d'agir pour préserver la biodiversité. En tout cas, ça fait plaisir à lire et donc n'hésitez pas à mettre vos remarques, vos suggestions, vos questions, c'est fait pour. Aude, eh bien écoute, si je te propose de marquer une pause et puis de nous retrouver avec un nouveau scientifique dans 15-20 minutes à peu près, on se retrouve le temps d'une pause. Super, à tout de suite. À tout de suite. Et nous voici en direct à nouveau depuis la salle Antarctica d'Océanopolis pour continuer à découvrir la superbe exposition Animaux polaires, une vie de scientifique en compagnie de Aude de l'Institut polaire français. Alors, Aude, on s'est intéressé d'abord au manchot Adélie. Maintenant, on va s'intéresser à un animal un peu plus gros et tout aussi intéressant. Tout à fait, l'éléphant de mer. Très bien. Nettement plus gros quand même. Nettement plus gros. Alors avec un scientifique qui s'appelle comment ? Christophe Guinet. D'accord. Qui vient aussi du Centre d'études biologiques de Chizé, comme Yann. Et donc Christophe travaille sur les éléphants de mer dans les îles subantarctiques. Les changements climatiques et environnementaux influencent la dynamique et la structure des écosystèmes marins, affectant la distribution et l'abondance des espèces marines. Les éléphants de mer austraux peuvent être particulièrement affectés par cette variabilité spatiale et temporelle. Donc ceux-ci alternent des périodes de recherche alimentaire en mer avec des périodes de jeûne à terre. Donc on va voir à travers un reportage la spécificité de ces animaux, notamment dans les îles subantarctiques. Et donc on va découvrir l'environnement de travail de Christophe Guinet. Allez, on regarde ce reportage et on se dit à tout de suite dans le forum pour continuer à découvrir l'exposition. Bonjour, Christophe Guinet, chercheur au CNRS. Donc, je travaille ici au Centre d'études biologiques de Chizé et mes travaux de recherche portent plus particulièrement sur l'étude de l'écologie en mer des mammifères marins, principalement dans les terres australes et antarctiques françaises, en particulier à Crozet et Kerguelen. Donc, ici, mon bureau, finalement, où tout se déroule. Ici, un poster qui présente un peu nos travaux de recherche, en particulier sur les éléphants de mer
qu'on équipe à Kerguelen depuis une vingtaine d'années. Donc on va les équiper avec des balises que je vais vous montrer. On voit là justement une femelle éléphant de mer qui porte cette balise. Et ces balises vont nous permettre d'étudier les trajets en mer de ces animaux. Alors là, c'est les îles Kerguelen, l'Antarctique. Donc on voit un individu qui part de Kerguelen, qui va s'alimenter en Antarctique pendant 2-3 mois, et puis qui revient à Kerguelen. Et au cours de ce trajet, cet animal il va plonger continuellement, profondément. Là, il plonge jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et au cours de ces plongées, il va mesurer la température de l'eau, la salinité. Donc ici, c'est la température qui est représentée. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc là, on voit qu'en partant de Kerguelen, il va rencontrer des eaux un peu plus chaudes. Alors c'est relatif, c'est 5 degrés en surface. Et des eaux qui vont se refroidir au fur et à mesure où on se rapproche de l'Antarctique. Et puis là, c'est la fin de l'été, avec des eaux de surface qui sont un peu plus chaudes, et l'hiver suivant, quand ils reviennent, avec des eaux beaucoup plus froides, liées au refroidissement pendant l'hiver, du fait du vent et de la baisse des températures atmosphériques. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce programme, c'est qu'on a équipé des éléphants de mer avec des balises océanographiques, qui nous permettent de mesurer leur déplacement, donc leur trajet, leur comportement de plongée, et au cours de la plongée, les paramètres physiques tels que la température, la salinité. On les a équipés sur les principaux sites de reproduction de cette espèce dans l'océan austral. Donc ici, on voit le continent antarctique, là, c'est l'Amérique du Sud. Donc nous, les Français, on travaille aux îles Kerguelen en collaboration avec nos collègues australiens. Nos collègues australiens ont travaillé à partir des îles Macquarie, au sud de la Nouvelle-Zélande. Nos collègues britanniques ont travaillé essentiellement en Géorgie du Sud, nos collègues américains en péninsule antarctique, nos collègues sud-africains aux îles Marion. Et en équipant des éléphants de mer de ces différents sites de reproduction, on voit qu'on a une couverture pratiquement globale de l'océan austral par ces animaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les éléphants de mer, ça représente 80% des données de température et de salinité dont on dispose pour l'océan austral. Donc c'est vraiment une contribution majeure à l'observation de cet océan. Il faut savoir que l'océan austral, c'est le principal régulateur du climat à l'échelle de la planète. C'est l'océan où se fait l'essentiel du stockage de l'excès de CO2 émis par les activités humaines, stockage qui a lieu, en fait, le phytoplancton, c'est des algues, va avoir besoin de gaz carbonique pour faire de la photosynthèse, et lorsque ce phytoplancton meurt, il va couler au fond de l'océan, et il va piéger ce gaz carbonique dans des sédiments. Il faut savoir que, par exemple, le calcaire, c'est des restes c'est des roches sédimentaires qui proviennent de l'accumulation sur des millions d'années de ces sédiments, donc de ces algues mortes qui ont sédimenté au fond des océans. Et donc, c'est ce qu'on va appeler des pièges à carbone. Et donc, ça contribue à ralentir le réchauffement climatique lié à l'augmentation des concentrations en gaz carbonique dans l'atmosphère. Là, ça me permet de vous montrer quelques-uns des modèles de balises qu'on va déployer sur les éléphants de mer. Alors là, c'est une balise qui nous permet de mesurer... alors, il y a un système Argos. Donc, ce système Argos va nous permettre de localiser l'animal en mer lorsqu'il remonte à la surface. Et aussi de transmettre les données mesurées par la balise. Donc, il y a une acquisition de données au cours de la plongée. Donc, on va mesurer la pression, on va mesurer la température grâce à ce capteur qui me permet de mesurer la température au centième de degré. Donc, c'est extrêmement précis. Cette partie-là, c'est ce qui nous permet de mesurer ce qu'on va appeler la salinité par conductivité. C'est-à-dire que les eaux, lorsqu'elles sont plus salées, vont conduire l'électricité plus rapidement que mieux que des eaux qui sont moins salées. Donc on va mesurer cette différence de conductivité qui va nous renseigner sur la salinité. Et puis là, on a un appareil qui est un fluorimètre, donc qui va nous permettre de mesurer les concentrations en phytoplancton. Alors comment on fait pour mesurer la concentration en phytoplancton ? On va émettre de la lumière par impulsion, et ça va exciter les pigments chlorophylliens, donc ce qui permet la photosynthèse dans le phytoplancton, qui une fois qu'ils sont
excités vont eux-mêmes produire de la lumière, ce qu'on va appeler de la fluorescence. Donc ils émettent de la lumière et on va mesurer la quantité de lumière qu'ils émettent. Et ça, c'est proportionnel à la quantité de chlorophylle, c'est-à-dire de pigments permettant la photosynthèse et donc par extension à la quantité de phytoplancton présent à cet endroit-là dans la colonne d'eau. Alors une des difficultés qu'on a quand on pose ces balises, c'est de transmettre l'information. Parce que par exemple la température, la salinité, on la mesure toutes les secondes au cours de la plongée. Or, ça fait des quantités assez considérables de données qu'on n'est pas capable de transmettre en intégralité par le système Argos. Donc cette balise, c'est aussi un micro-ordinateur qui va traiter une partie de l'information à bord pour réduire, donc ajuster le profil, c'est-à-dire on va passer de 200 points de température ou de salinité mesurée entre la surface et le fond de la plongée. On va réduire ça à 24 points de température et de salinité, les points les plus informatifs sur la forme du profil. Et c'est ce résumé qu'on va transmettre par le système Argos. Alors, on va transmettre un résumé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans ces balises, on dispose de l'intégralité de l'information. Donc, ce qui est important pour nous, c'est au moment où l'animal revient à terre, et ça, on le sait grâce au système Argos, donc on va pouvoir suivre l'animal au jour le jour, dire « Ah, aujourd'hui, il est revenu à terre à tel endroit », et donc on va télécommander l'équipe qui est sur le terrain. On leur dit il y a tel individu qui est arrivé aujourd'hui à tel endroit, est-ce que vous pouvez aller récupérer la balise? Et eux partent à pied, essayer de localiser l'animal, de le recapturer et récupérer la balise avec l'intégralité des informations qu'elle contient. Alors ces balises, ça coûte relativement cher. Si on prend un exemple d'une balise avec le capteur de fluorescence comme ça, c'est entre 6 000 et 6 500 € pièce en fonction des capteurs présents. Alors on va dire, oui là c'est vraiment cher, et c'est cher, mais c'est rien par rapport à ce que coûterait l'acquisition de ces données si on passait par exemple par un navire océanographique. Un navire tel que le Marion Dufresne, ça coûte entre 40 000 et 50 000 € par jour. Donc pratiquement une dizaine de ces balises. Alors on ne va pas faire la même chose, bien évidemment, avec un navire océanographique, mais globalement, par rapport aux autres systèmes de mesure dont on dispose, par rapport au coût de mise en œuvre de ces autres systèmes de mesure, finalement, l'acquisition des données par l'intermédiaire de ces animaux, donc tels que les éléphants de mer, est un système extrêmement, efficace et peu coûteux pour observer l'océan austral. Alors, tout à l'heure, je disais que aujourd'hui, 80% des données océanographiques de l'océan austral sont obtenues par les éléphants de mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que une partie de ces éléphants de mer vont aller s'alimenter pendant l'hiver dans la zone de banquise autour du continent antarctique. Et aujourd'hui, sans les éléphants de mer, on serait totalement aveugle en ce qui concerne les conditions océanographiques qui règnent sous la banquise. Or, ces animaux arrivent à trouver les failles dans la banquise, les trous, ils vont pouvoir remonter à la surface pour respirer et vont nous permettre d'obtenir des données extrêmement précieuses des conditions donc, océanographiques, température, salinité, qui règnent sous la couverture de la banquise. Et là, les éléphants de mer contribuent entre 98 et 99% des profils hydrographiques disponibles pour la zone de banquise antarctique pendant la période hivernale. Alors, mon projet de recherche, c'est vraiment, la bioindication, c'est-à-dire d'utiliser des indicateurs biologiques pour mieux comprendre leur environnement. Et quand je dis mieux comprendre leur environnement, d'un point de vue physique, mais aussi biologique. Et aussi de comprendre comment cet environnement répond aux changements liés, par exemple, au réchauffement climatique, d'une part, mais par exemple pour les orques, on travaille beaucoup sur le développement d'activités de pêche et comment ces activités de pêche
affectent la démographie de ces animaux. Et un autre point qui est très important dans nos activités de recherche, ce sont des suivis à long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines de ces espèces, par exemple, si je prends le cas des orques, on les suit depuis pratiquement 30 ans en continu, année après année, en conduisant un travail de photo-identification, c'est-à-dire qu'on connaît chaque individu à partir des marques portées par son aileron dorsal et sa tache dorsale. Donc on a la carte d'identité de chaque individu et on les suit au cours du temps. On voit qu'est-ce qui se passe d'un point de vue démographique. Est-ce que la population se porte bien, pas bien? Et si elle ne se porte pas bien, ce qui est le cas actuellement, d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles elle ne se porte pas bien. Mon environnement de travail, il se partage entre 2 sites. Alors, il y a d'abord, parce que tout commence là, le travail qu'on va effectuer sur le terrain, dans les îles subantarctiques, en particulier à Kerguelen et à Crozet en ce qui me concerne, où là, c'est des missions de plusieurs mois sur le terrain, où on va manipuler les animaux, les équiper de balises. On va récupérer ces balises au moment où les animaux reviennent à terre. Et puis on va faire un ensemble de mesures sur ces animaux. Par exemple, sur les éléphants de mer, on va les peser pour savoir s'ils sont en bonne ou en mauvaise condition, voir comment cette condition va varier d'une année sur l'autre. On va faire des prises de sang. Avec ces prises de sang, on peut mesurer, évaluer leur état physiologique. On peut mesurer énormément de paramètres. Et ce qui est important, c'est que ces mesures, elles s'inscrivent dans la durée. Ce n'est pas une campagne, une année, c'est une série de campagnes, année après année, aussi bien sur l'environnement que sur les paramètres écologiques ou écophysiologiques. On va aussi, par exemple, sur des éléphants de mer, leur implanter des appareils qui vont nous permettre de mesurer la température interne, le rythme cardiaque. Et ça c'est des informations écophysiologiques qui sont extrêmement importantes parce que vous comprenez bien que le rythme cardiaque, il va être fonction de l'effort que va devoir fournir l'animal pour se nourrir. C'est un peu, si vous courez plus ou moins vite, vous allez avoir un rythme cardiaque qui va accélérer avec l'effort que vous allez fournir. C'est la même chose chez ces animaux. Il y a plusieurs types de débouchés sur nos travaux. En tout premier lieu, puisqu'on est un laboratoire de recherche du CNRS, c'est pour produire des connaissances. Donc c'est ce qu'on appelle de la recherche fondamentale. C'est vraiment de comprendre comment les choses fonctionnent. Poser des questions, voir comment on peut essayer de répondre à ces questions, donc de concevoir un protocole, et après d'apporter les réponses, dire un éléphant de mer va surtout consommer des poissons lanternes qu'il va consommer entre 200 et 800 mètres de profondeur. Ça peut sembler évident aujourd'hui, il y a 20 ans, on n'en savait rien du tout. Donc c'est aussi à faire avancer les connaissances générales. Ensuite, il y a tout un travail qui est lié à ce qu'on va appeler à la conservation de ces espèces, en comprenant mieux leur écologie, c'est-à-dire dans quelle région de l'océan ces animaux vont aller s'alimenter, de quelles conditions océanographiques ils ont besoin pour bien s'alimenter. On va pouvoir définir ce qu'on va appeler les habitats critiques, donc essentiels pour ces animaux, et donc les habitats qu'il va falloir protéger absolument pour assurer la viabilité de ces populations. Par exemple, si je prends le cas des orques, grâce au suivi qu'on a mis en place, on a pu montrer qu'il y a eu un effondrement. On a perdu en l'espace de 6 ans la moitié de l'effectif de la population d'orques de Crozet. Donc, comme on avait suivi démographique, on s'est rendu compte que quelque chose de pas normal était en train de se produire. On s'est rendu compte que cet effondrement de la population était lié à une pêcherie illégale, donc des braconniers qui venaient pêcher, pas les orques, mais des poissons, la légine australe, qui étaient prélevés par les orques sur les lignes. Et puisque c'est ce qu'on appelle de la déprédation, les orques venaient arracher les poissons des lignes. Les braconniers, voyant les orques retirer leurs poissons des lignes, des fois c'était 100% du poisson qui était ainsi retiré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les individus qui venaient interagir avec leurs lignes. Et donc, la conséquence a été immédiate pour la population d'orques. Donc, ça, on a pu le montrer. Et ça a contribué à mettre en place des mesures de surveillance, de contrôle, pour lutter contre le braconnage. Et puis, d'un point de vue fondamental, on a montré que, il y avait eu un effet à court terme,
en termes de survie, avec un effondrement de la survie, mais qui a eu un effet à beaucoup plus long terme. C'est que les groupes qui ont perdu le plus d'individus ont été déstabilisés socialement et ont eu pendant des années un très faible taux de survie parce que finalement, on avait perdu la fonctionnalité du groupe. C'est-à-dire que ces individus n'étaient plus en mesure de chasser efficacement et donc avaient une probabilité de mourir beaucoup plus élevée que des individus qui vivaient dans des groupes qui n'avaient pas ou peu été affectés par les braconniers. Les travaux qu'on effectue sur les éléphants de mer sont vraiment en lien avec le questionnement autour du réchauffement global, puisqu'on va utiliser ces animaux pour étudier leur écologie, mais échantillonner leur environnement océanographique en mesurant la température et la salinité des océans. Alors, c'est un travail qui s'inscrit dans la durée, puisqu'on a commencé ce programme en 2003. Il se poursuit toujours, et on est d'ailleurs labellisé Service national d'observation. Donc, on est finalement soutenu dans notre recherche pour conduire ces observations année après année. Alors, pourquoi c'est important de les conduire année après année ? C'est pour suivre qu'est-ce qui change dans l'environnement marin. Alors, qu'est-ce qu'on a pu montrer en partie à partir des mesures obtenues par les éléphants de mer ? C'est que l'océan austral, déjà, est en train de se réchauffer et se réchauffe rapidement. C'est vraiment un des océans qui se réchauffe le plus rapidement sur notre planète. Et non seulement il se réchauffe, mais on a pu aussi montrer, grâce aux mesures de salinité, que du fait que ces eaux soient plus chaudes, lorsqu'ils rentrent, ces eaux plus chaudes arrivent au niveau du continent antarctique. Au niveau de ce continent antarctique, on a des glaciers qui se prolongent dans l'océan, qui arrivent du cœur du continent antarctique et qui viennent mourir dans l'océan austral. Et ces eaux qui sont plus chaudes viennent finalement faire fondre ces glaciers par leur base, une fois qu'ils sont dans l'océan, plus rapidement qu'avant. Et donc, ça fait fondre des quantités de glace considérables. Cette glace, c'est de l'eau douce et ça va affecter la salinité de l'océan austral. Donc en suivant l'évolution de la salinité, alors avec les mesures éléphants de mer, mais d'autres systèmes de mesures, on peut quantifier la quantité de glace antarctique en train de fondre. Donc et donc de voir quelles sont les conséquences du réchauffement global sur l'Antarctique. Ça fait 30 ans que j'ai la chance de pouvoir aller travailler sur ces îles. J'ai toujours autant de plaisir à aller travailler sur ces îles. Donc, d'une certaine façon, ce que je vais retrouver là-bas, c'est une certaine forme de sérénité. Je me sens bien dans ces lieux, au milieu de ces animaux. Ça n'enlève rien au fait que des fois c'est dur, parce que c'est quand même de longues périodes, éloigné de sa famille, des gens qu'on aime. Et en même temps, j'ai l'impression, c'est des moments de plénitude, où je me dis, je suis bien dans ce que je fais et dans ce que je suis. Donc, c'est vraiment ce que je voulais faire pour ma vie. Et ça, ces moments de plénitude, je les retrouve chaque année quand je suis sur le terrain, quand je prends le temps de me poser, de regarder ce qui se passe autour de moi. Je ne me lasse pas encore d'observer des éléphants de mer pendant la période de reproduction, des orques qui s'approchent d'une plage sur l'île de la Possession. Et voilà. Et je me nourris de ça, et c'est un moteur puissant de ma passion. Comme Christophe nous expliquait, il travaille dans les îles Kerguelen, donc on est très loin de tout. Et ce sont des animaux qui ont la particularité de se laisser approcher. Là, il n'en parle pas, mais c'est assez magique quand on est là-bas de voir des animaux sauvages vers lesquels on peut s'approcher sans qu'ils aient peur, puisqu'ils ne connaissent pas l'humain. C'est vrai, Aude, que cette tête, elle paraît très très grosse, et donc, mais c'est juste que la tête, donc on a peine à imaginer finalement l'animal dans son entièreté. Oui, c'était difficile, tu sais, t'imagines bien pourquoi de faire refaire l'entièreté, parce que les mâles vont jusqu'à 2000 kilos. Donc, on est sur du très très grand animal. Et quand je regarde la fiche d'identité de l'éléphant de mer, on y précise bien que les mâles peuvent aller jusqu'à 4,5 m. Et les femelles, on est un petit peu moins important. Les femelles, elles sont autour de 350-400 kg pour 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de longueur.
Ça reste quand même des animaux imposants. Hein. Alors, haut de 4,5 m et 2 tonnes, ça fait quand même des animaux extrêmement gros et volumineux. Comment arriver finalement à poser des animaux aussi gros? On a vu, il y avait une photo dans un reportage. Est-ce que tu peux nous montrer en direct un outil qui justement suit cette biométrie? Oui, alors je vais déjà te montrer la première chose parce que moi je trouvais que dans le reportage on l'a vu, mais c'est difficile à expliquer. Alors est-ce que tu sais ce que c'est? Eh bien non, alors présente-moi, on dirait une couverture, mais non, ça va pas être une couverture. Et en fait, t'es pas très loin, hein, ça s'ouvre et ça se met sur la tête de l'animal. C'est pour... En fait... Voilà, on va te montrer, on a une photo qui montre comment on le fait. Et en fait, ce masque de tête, cette espèce de cagoule, permet de protéger les scientifiques quand ils manipulent l'animal avant de le sédater un petit peu. C'est pour éviter les morsures, tu vois. Donc on le voit bien sur cette photo-là, Katia va nous montrer la saisie de l'animal. Et donc une fois qu'on l'a attrapé, on lui a mis cette cagoule pour éviter de se faire mordre. On va le peser. Donc, on va utiliser une balance gigantesque. Voilà, tu vois. Donc, oui, exactement. Mais elle permet, en fait, on va accrocher ici des chaînes, donc comme sur la photo qu'on va voir au-dessus, qui va nous montrer le détail. Et en fait, on va pouvoir soulever et grâce à cet instrument, peser un animal aussi gros. Évidemment, impossible à peser à la force des bras. Donc on utilise la traction et la force de la poulie. D'accord. Aude, comme pour le précédent hôtel, on voit qu'il y a pas mal de photos. Est-ce que tu peux nous montrer, nous présenter les autres photos? Oui, bien sûr. Alors, je voulais te montrer une chose, moi, qui m'étonne toujours, et c'est ce que je te disais tout à l'heure un petit peu, c'est la quantité d'animaux qu'on observe dans les îles Kerguelen. Donne-moi un chiffre comme ça, pour se représenter un petit peu quand même ce nombre d'animaux regroupés. Ah oui, effectivement, on voit bien la photo. Tu vois, voilà. Et à Kerguelen, en fait, on a plus de 300 000 individus. 300 000. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Exactement. Alors, je ne peux pas empêcher de faire un parallèle avec le précédent hôtel, avec le manchot Adelie. On voit, il y a la terre, il y a également la banquise. On est sur les mêmes aspects, les mêmes contraintes, le développement? Non, en fait, tu n'as pas de banquise à Kerguelen, donc l'éléphant de mer n'est pas contraint par la banquise. Et de toute façon, il passe l'essentiel de sa vie en mer, comme le disait Christophe. Il ne revient à terre que 2 fois. Donc, il revient à terre en septembre-octobre pour la reproduction et 1 an plus tard pour mettre bas de ses petits, et au mois de janvier pour la mue. L'essentiel du reste de son temps, est passé en mer où il fait des plongées plus ou moins profondes. C'est un animal qui peut plonger jusqu'à 2000 mètres. Hein. D'accord. Aude, Christophe nous a aussi présenté une balise. On voit, c'est un bijou de technologie. Est-ce que tu peux nous montrer, parce que je crois que l'exposition en présente une? Oui, on en a même 2. Donc il a bien expliqué le fonctionnement, donc je ne vais pas vous le répéter. Mais moi, ce qui m'étonnait, si tu veux, ce que je trouvais incroyable, c'était la taille. Tu vois, ça tient dans ma main. Complètement. Mais alors, ça concentre énormément le dispositif, parce que moi j'ai entendu parler de phytoplancton, j'ai entendu parler de salinité avec la conductimétrie, etc. Voilà, il y a énormément de capteurs. Tout à fait. Et non seulement tu as tout ça, et en plus tu as une antenne qui permet de repérer l'animal. Et comme il le disait, l'antenne lui permet de prévenir les personnels qui sont les gens qui sont sur place, les scientifiques qui travaillent à l'année sur le terrain, de récupérer cette balise quand l'animal vient à terre. Et alors, tu sais, ce qui est parfois on se dirait bon, ça tient dans ma main, mais ça fait quand même un peu son poids. En fait, ça fait 800 grammes. Donc voilà. Donc on est à peu près 0,3% du poids de l'animal. Donc ça permet de absolument pas le gêner dans ses plongées. Oui, est-ce que tu peux nous montrer sur la statue justement où cette balise est placée? Alors, les plus petites, c'est pas celles-là, sont placées sur la tête ou sur le dos là. D'accord. Voilà. Donc on répète, le dispositif ne dérange pas le développement de l'animal. Comment finalement les scientifiques ont fait des analyses, ont suivi finalement les individus avec les analyses du sang? Oui,
en fait, si tu veux, depuis très longtemps, les scientifiques cherchent à minimiser l'impact de leur travail avec les animaux. On le verra dans plusieurs totems où ils expliquent comment est-ce qu'ils essaient d'être le moins invasif possible, d'avoir des nouvelles technologies de marquage, des nouvelles technologies de suivi pour éviter de modifier le comportement et surtout de le gêner. Puisque l'idée, c'est d'avoir l'animal dans son espace naturel avec une attitude normale, une attitude quotidienne. Donc il ne faut absolument pas le gêner. Et là-dessus, il y a eu énormément d'efforts de fait. Il n'y a pas de biais finalement dans l'analyse des données derrière, que le comportement soit le plus naturel possible. Oui, tout à fait, exactement. Alors Aude, écoute, je ne peux pas m'empêcher de te transmettre cette question que l'on a apprise sur Internet. D'ailleurs, les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. Cet après-midi est faite pour vous. C'est une réflexion et en même temps d'abord des remerciements pour ce rendez-vous. Alors la question, pourquoi uniquement des balises sur les éléphants de mer et pas sur d'autres mammifères marins ? Alors, je ne suis pas la spécialiste des mammifères marins. On posera la question à Christophe pour qu'il élargisse un peu plus. Mais je sais qu'on marque d'autres mammifères marins. Par exemple, les orques sont marqués aussi par un programme particulier qu'on n'a pas déployé ici pour des raisons de place. Les orques prennent un peu plus de place même que les éléphants de mer. Aude, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, je vous propose quelques secondes de pause et on se retrouve tout de suite pour le dernier reportage de l'après-midi. À tout de suite. À tout de suite. Alors Aude m'a rejoint cette fois-ci pour présenter le dernier reportage. Alors cette fois-ci, on va s'éloigner un petit peu de la surface pour toucher le fond, je crois. C'est ça. Je ne pense pas qu'on va toucher le fond, mais on va se diriger vers le fond. L'idée, c'est de rencontrer Cyril Galu, donc, qui est maître de conférence à Sorbonne Université et qui va nous parler de la macrofaune benthique. Il nous a expliqué, nous en dire un peu plus sur sa spécialité du coup. Voilà. En fait, il nous a expliqué que les animaux qui vivent au fond de l'océan austral, aux abords du continent antarctique, sont uniques. On ne les trouve nulle part ailleurs. Il explicitera la notion d'endémisme dans son reportage. Et en fait, ils ont des caractéristiques extraordinaires qui leur permettent de vivre dans les eaux particulièrement froides de cet océan. D'accord. Et la question, encore une fois, on a tourné autour pendant toutes ces émissions, c'est comment est-ce qu'ils vont réagir au changement climatique. Donc il faut absolument la connaître, cette faune, et mieux la comprendre en fait, pour pouvoir répondre à cette question qui va être comment leur environnement et comment eux, ces espèces si particulières, vont évoluer dans le temps. Très bien. Eh bien, moi, j'ai hâte de découvrir ce reportage. Allez, c'est parti. Aude, on se retrouve ensuite dans le forum pour expliquer ce dernier totem de l'après-midi. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Cyril Galu, je suis maître de conférence à Sorbonne Université et je fais ma recherche au Muséum national d'histoire naturelle à la station marine de Concarneau. Alors, j'ai commencé la recherche polaire il y a une dizaine d'années quand j'ai rejoint l'équipe de Guillaume Lecointre. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir sur le terrain en 2010 pour la première fois. Et ça a été un choc pour moi, littéralement. J'ai envie de dire même une grosse claque, littéralement. En fait, j'avais pas d'a priori. J'ai remplacé au pied levé un collègue qui ne pouvait pas partir et quand je suis arrivé là-bas, j'en ai pris plein les mirettes, j'étais littéralement abasourdi et du coup, depuis, je suis toujours passionné et j'ai pas lâché du tout le milieu polaire. Alors j'ai une formation en biologie, j'ai fait un DEA de biologie moléculaire et d'évolution, de génétique.
à l'université Pierre et Marie Curie, qui est devenue Sorbonne Université aujourd'hui. J'ai ensuite fait une thèse sur l'évolution et plus particulièrement sur le génome mitochondrial chez les animaux. Alors, qu'est-ce que c'est que le génome mitochondrial ? Dans la cellule des animaux, il y a une petite sous-unité qu'on appelle la mitochondrie, qui est en fait un peu l'usine énergétique de la cellule, qui produit de l'énergie pour faire fonctionner la cellule. Et dans cette cellule, il y a de l'ADN qui est assez particulier et que j'ai étudié pour essayer de comprendre l'évolution des animaux. Donc, comprendre comment cet ADN était arrivé là et qu'est-ce qu'il nous racontait sur l'histoire des animaux. Ça, c'était ma thèse. Et puis ensuite, j'ai continué à travailler en biologie, mais plus particulièrement sur des thématiques théoriques. Donc, comment reconstituer l'histoire des animaux, avec quelle méthode. Donc, beaucoup d'informatique. Et un jour, en fait, j'en ai eu marre de faire que du travail en in silico, donc, et au laboratoire. J'avais envie de voir des organismes, d'aller sur le terrain. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai mis le pied à l'étrier sur la recherche polaire, parce que c'était d'abord par le terrain, l'envie de voir des organismes, parce que en fait je suis biologiste et mine de rien, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir observer les organismes, comprendre comment ils vivent et pas seulement travailler avec un ordinateur toute la journée. Alors en Antarctique, je travaille sur la faune des fonds marins. Et donc j'ai envie de comprendre comment cette faune s'organise, quels sont les facteurs qui peuvent influencer leur répartition. Alors quand on parle d'organismes qui vivent sur les fonds, on parle de la profondeur évidemment. Plus on va profond, plus les organismes vont changer, ça ne va pas être les mêmes. Mais il y a, en milieu polaire, il y a un facteur qu'on n'a pas ailleurs, qui est vraiment spécifique, c'est la glace. Dans tous les océans, lorsqu'on regarde les organismes qui vivent sur le fond, on voit qu'il y a beaucoup plus d'organismes près de la surface, parce qu'en général, c'est là où il y a de la nourriture, de la lumière, et plus on descend en profondeur, moins il y en a. En Antarctique, c'est un peu particulier, parce que plus on est proche de la surface, plus il y a de la glace. Cette glace, elle va avoir un impact terrible sur les organismes qui vivent au fond, parce qu'ils vont être écrasés par la glace qui vient frapper le sol. Et donc, plus on est proche de la surface, moins il y a d'organismes. Voire même quand on est très près de la surface, il n'y a rien, quasiment rien. Les organismes vont réussir à se développer, mais dans des anfractuosités, des failles dans la roche. Mais on ne va pas pouvoir avoir des grandes quantités d'organismes comme on va avoir par exemple dans les récifs coralliens ou ce genre de choses. Et donc, proche de la surface, très peu d'organismes, mais plus on va descendre en profondeur, moins la glace va avoir un impact et plus on va pouvoir avoir d'organismes. Alors évidemment, quand on continue à descendre, là, évidemment, les organismes sont de moins en moins fréquents. Donc ça, c'est un des facteurs qui est très important sur la répartition de la faune qui vit sur les fonds marins en Antarctique. Mais évidemment, il y en a d'autres, la température, la salinité, c'est-à-dire la quantité de sel qu'il y a dans l'eau, plein de paramètres comme ça, qu'on essaye d'étudier, de comprendre tout simplement pour voir comment se répartissent les organismes au fond des océans en Antarctique. Il y a un point très important pour comprendre la spécificité de la faune antarctique, notamment de la faune marine, c'est le fait que l'océan austral est le seul océan qui borde un continent au sud, donc le continent antarctique, mais qui est délimité non pas par d'autres continents au nord, mais qui est délimité par un courant. C'est ce qu'on appelle le courant circumpolaire antarctique. Circum, ça veut dire que ça fait le tour de tout le continent. Donc c'est une sorte de grand cercle qui enferme littéralement l'océan austral autour du continent antarctique. Et à l'intérieur de ce grand cercle, les conditions de température sont complètement différentes de ce qu'on a au-delà du cercle, de ce courant. Du coup, la faune qui est à l'intérieur de cet océan, l'océan austral, elle est très particulière parce qu'elle a dû s'adapter à des conditions de température, de salinité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est du coup une faune qui ressemble à aucune autre. Elle a des caractéristiques très particulières. On parle, un terme un petit peu compliqué, on parle d'endémisme. L'endémisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des espèces que l'on ne trouve que là et nulle part ailleurs. Alors on trouve des espèces dites endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'à un seul endroit, très souvent, par exemple, dans les îles.
Les îles éloignées des continents présentent très souvent une faune qui est unique parce que les espèces ont évolué indépendamment des autres espèces présentes sur les continents. Plus c'est loin, plus on va avoir des espèces endémiques et spécifiques de cet endroit. Et bien, l'Antarctique, c'est comme une sorte d'île géante dans laquelle on trouve énormément d'espèces endémiques. D'autres caractéristiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs, on a beaucoup d'espèces qui vont élever leurs petits contre elles, alors que dans les océans, d'une manière générale, quand les espèces se reproduisent, elles vont lâcher leurs petits dans l'eau et vont, au gré des courants, se disperser et se débrouiller tout seuls. En Antarctique, les parents vont garder les petits contre eux et les aider à se développer jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille qui leur permette d'être autonomes. C'est ce qu'on appelle l'incubation. Ils vont incuber leurs petits contre eux. Et ça, c'est très fréquent en Antarctique, alors que dans le reste des océans, ça n'existe pas. On trouve aussi des espèces qui sont beaucoup plus grandes au sein des mêmes groupes qu'ailleurs dans le monde. Donc ce sont des espèces qu'on qualifie de géantes. Alors évidemment, elles font pas des mètres et des mètres, hein, c'est pas ça que je veux dire. Simplement, elles sont plus grandes que ce qu'on trouve ailleurs. Un exemple, on a un organisme qui est une sorte de petite araignée qui vit sur les fonds marins, qu'on trouve en Bretagne par exemple, qui fait 1 cm, et en Antarctique, elle fait jusqu'à 50 cm. Donc c'est du gigantisme, c'est-à-dire des géants, littéralement. Vous allez me dire, mais pourquoi on trouve des espèces beaucoup plus grandes en Antarctique qu'ailleurs? Eh bien alors ça, c'est une bonne question qui a fait couler beaucoup d'encre. On a des hypothèses, on ne peut faire que des hypothèses, mais l'une des hypothèses, c'est qu'en Antarctique, l'eau est très froide, et donc ça permet qu'il y ait beaucoup d'oxygène dans l'eau. L'oxygène, c'est indispensable pour que les organismes puissent respirer. Alors ces organismes, ils n'ont pas de poumons comme nous, donc ils ne peuvent pas intégrer dans leur corps beaucoup d'oxygène à la fois. Très souvent, l'oxygène il passe tout simplement à travers la peau. Plus on est grand, plus on va pouvoir capter d'oxygène, et s'il y en a beaucoup dans l'eau, c'est plus facile, donc on peut avoir des tailles plus importantes que dans d'autres régions où la quantité d'oxygène est très inférieure. C'est une des hypothèses. Peut-être que tout simplement, c'est aussi parce que l'Antarctique, c'est une sorte de grande île qui s'est développée indépendamment des autres océans, et donc tout simplement, c'est l'effet du hasard. En Antarctique, il y a eu des espèces beaucoup plus grandes. Ça, on ne pourra jamais vraiment faire la part entre ces différentes hypothèses, parce que c'est des choses qui se sont passées il y a très longtemps, mais on essaye quand même de comprendre, notamment en étudiant la physiologie de ces organismes. Et de fait, on s'est rendu compte que la plupart des espèces qui vivent sur les fonds marins en Antarctique ont une physiologie beaucoup plus lente qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils se développent beaucoup plus tranquillement. Résultat, ils peuvent grandir beaucoup plus. Mais encore une fois, on n'aura jamais vraiment la preuve. Alors, oui, on fait en fait un inventaire tout simplement de toutes les espèces qu'on peut trouver. Donc pour ça, on a déployé différents moyens de pêche pour aller récolter les organismes qui vivent au fond, dans une gamme de profondeur qui va de la surface jusqu'à alors à Dumont d'Urville précisément jusqu'à 150 mètres à peu près. Ça, c'est les moyens de pêche dont on dispose. On peut également aller récolter les organismes en plongée, donc directement à la main ou avec différents appareils. Mais là, évidemment, en plongée, c'est beaucoup moins profond, hein, parce qu'on est limité par la profondeur. Évidemment, en gros, on peut aller jusqu'à 20 mètres. Après, au-delà, on va utiliser des moyens de pêche classiques, un chalut, un filet, ce genre de choses, ou des bennes également. Une benne, c'est un appareil qui permet de prélever du sédiment et de prélever tous les organismes qui sont dans le sédiment. Donc le sédiment, c'est toutes les particules qui sont déposées sur le fond de l'océan. Une fois qu'on a fait l'inventaire, on essaye de comprendre à différents endroits, donc dans l'archipel, on va essayer de comprendre comment ces organismes se répartissent. Donc on peut faire de la cartographie pour comprendre où ils se trouvent et quels sont les facteurs qui peuvent influer sur cette répartition. Par exemple, je parlais de la glace à l'instant, les icebergs, lorsqu'ils se déplacent, ils vont racler le fond. Donc s'il y a des îles, par exemple, qui bloquent le passage des icebergs, eh ben, on imagine que proche des îles, on aura plus de diversité, plus d'organismes que dans des zones où il y a beaucoup de passages d'icebergs. Donc on imagine que ça va faire une sorte d'effet île qui protège
donc les organismes qui vivent au fond. Alors, de façon assez surprenante, ça c'était l'hypothèse qu'on faisait il y a quelques années, on a eu des résultats récemment, qui ne sont pas encore publiés d'ailleurs, sur cette problématique, et on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple, qu'en fait, a priori, les îles ne protègent pas réellement, parce qu'en fait, la glace, elle prend autour des îles, notamment la banquise, et que finalement, il faut s'éloigner un peu des îles pour avoir plus de diversité, que vraiment proche des îles, c'était pas ce qu'on pensait au départ. Donc tu vois, des fois, on a des surprises, parce qu'on fait des hypothèses, et puis une fois qu'on a mené nos études sur le terrain, on se rend compte que les hypothèses n'étaient pas forcément bonnes au départ. On travaille sur une espèce emblématique qui s'appelle Promacocrinus kerguelensis, une comatule qui fait partie des crinoïdes. Et cette espèce, elle nous intéresse tout particulièrement parce que l'Antarctique a connu des cycles glaciaires, avec des périodes où il y en avait beaucoup de glace et des périodes où il y avait beaucoup moins de glace. Et lors de l'expansion maximale de la glace, en fait, le fond marin a été recouvert littéralement, et donc les espèces qui vivent habituellement sur les fonds ont dû migrer ou pour certaines, ont disparu. Et donc, on peut faire l'inventaire des événements de glaciation et déglaciation à partir de la génétique des espèces. Alors, comment on fait ça ? En fait, certaines espèces certaines populations de Promacocrinus kerguelensis ont pu survivre dans des zones particulières, à des endroits où l'expansion de la glace était moins importante. Et du coup, elles ont survécu pendant quelques millénaires, pendant la période glaciaire, dans ces zones. Et donc, il y a plusieurs populations à différents endroits tout autour du continent. Et quand la glace s'est rétractée, ces différentes populations, elles ont pu de nouveau être en contact les unes avec les autres. Donc, comprendre la génétique de ces populations, ça nous permet de comprendre où elles ont pu éventuellement se préserver lors des glaciations, et nous donner des informations sur la manière dont les espèces peuvent survivre aux différents événements climatiques qui ponctuent l'histoire de la Terre. Cette espèce, Promacocrinus kerguelensis, comme on essaye de comprendre comment elle a pu s'adapter aux changements passés, ça nous permet aussi d'avoir une prévision sur la manière dont elle va s'adapter dans le futur aux changements, notamment aux changements climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Mais on a un deuxième volet également dans nos études à Dumont-d'Urville pour comprendre, et en tout cas pour suivre l'impact des changements climatiques dans le futur, c'est la répartition des espèces autour de l'archipel. Ces espèces, elles ont une répartition qui est liée à la température, à la profondeur, à la salinité. Dans le futur, on imagine que ces paramètres vont changer du fait de l'impact du changement climatique. Et à partir du moment où ça va changer, forcément, la répartition des espèces sur les fonds marins va se modifier. Et ça nous permettra de détecter précisément des changements dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on a fait un inventaire très précis des espèces présentes à Dumont-d'Urville et une cartographie de ces espèces. Parce que lorsqu'on reviendra échantillonner, on pourra détecter des changements par rapport à ce point zéro qu'on a établi à Dumont-d'Urville. Alors lorsqu'on plonge en Antarctique, on utilise du matériel assez classique, mais adapté aux conditions. Notamment, alors la condition principale, j'ai envie de dire, c'est la température. L'eau de mer à Dumont-d'Urville, elle est en dessous de 0 degré. Mais comment se fait-il que l'eau qui est en dessous de 0 degré, alors très précisément, elle doit être autour de moins 1,8 degrés. Et ça, c'est possible parce qu'en fait, c'est de l'eau salée. Donc, l'eau salée gèle à une température inférieure à 0. Aux alentours de moins 2 degrés, sans rentrer dans les détails. Tout dépend de la salinité. Et donc, évidemment, plonger dans de l'eau qui est à une température négative, c'est très éprouvant pour le plongeur et pour le matériel. Donc il faut un matériel adapté à la température de manière à ce que notamment au niveau de détendeur qu'on utilise pour respirer sous l'eau, à cette température-là, il y a un risque qu'il gèle et qu'il se retrouve en position ouverte et donc qu'on ait un débit continu d'air. Et là, en quelques minutes,
on a le risque que la bouteille se vide complètement, ce qui est assez dangereux. Donc on utilise en fait des détendeurs adaptés au froid, d'une part, et en fait on en utilise deux, on en a toujours un en sécurité. Si un des deux commence à geler, hop, on change tout de suite de détendeur de manière à laisser l'autre se réchauffer pour pouvoir continuer la plongée. Si jamais l'un des détendeurs se mettait à givrer, donc à geler, là c'est fin de plongée immédiatement, on doit remonter le plus vite possible. Alors, tout en restant en sécurité, il ne s'agit pas non plus de se mettre en danger si on remonte trop vite. Et donc, à cause de ce danger, on est obligé de limiter le temps de plongée de manière à ne jamais avoir à faire de paliers. Les paliers, c'est des arrêts à une profondeur particulière pour se protéger des problèmes de décompression. En Antarctique, on ne va jamais faire des plongées qui vont nécessiter des paliers parce que ça présente un risque très important. Alors l'une des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour éviter ce genre de problème, c'est d'utiliser des nouvelles technologies de plongée qui sont les recycleurs. L'avantage du recycleur, c'est qu'en fait l'air qui circule à l'intérieur est réchauffé et donc à une température d'environ 30 degrés. Donc on n'a aucun risque de geler. Et ça, c'est quand même vraiment très pratique. Après, ça demande d'être formé, c'est du matériel qui est beaucoup plus cher, donc c'est pas simple à mettre en œuvre, mais on est beaucoup plus en sécurité avec des recycleurs qu'avec des systèmes de plongée classiques. L'autre élément, c'est que le plongeur, il faut le protéger lui aussi du froid, et donc on va utiliser des combinaisons ce qu'on appelle étanches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur, et donc à l'intérieur on peut du coup mettre plusieurs couches de polaires, on met des damars, des polaires, on a l'impression de ressembler à des bibendums littéralement, tellement on met de couches pour se protéger du froid. Et le problème, c'est que la combinaison est tellement épaisse qu'elle flotte évidemment, donc pour compenser la flottabilité de la combinaison, on est obligé de mettre pas mal de plomb, donc on a vraiment l'impression d'être des cosmonautes quand on part plonger. Je m'étais amusé à peser le poids la dernière fois que j'ai fait des plongées là-bas, à peser le poids de tout le matériel que j'avais sur le dos, et j'arrivais à entre 70 et 80 kilos. Donc ça demande un petit peu de force physique pour arriver à porter tout ça. Je crois que l'émotion la plus forte que j'ai eue, c'est quand je suis arrivé. J'étais à bord de l'Astrolabe, on venait de passer plusieurs jours en mer, j'étais patraque, je dois bien le dire. L'Astrolabe, c'est un bateau qui bouge beaucoup. La traversée des 40e rugissants, c'est une épreuve dont on ne sort pas indemne. Donc j'étais fatigué, un peu nauséeux, et on est arrivé dans le Pack, c'est-à-dire dans la région où on a de la banquise et donc il n'y a quasiment plus de houle, c'est vraiment une mer très très calme. Et on en est arrivé, c'était au petit matin, il y avait un soleil extraordinaire, un petit peu comme aujourd'hui, il faisait super beau, et il y avait des icebergs qui faisaient, je sais pas, 20, 30, 40 mètres au-dessus de la mer, et c'était d'une beauté absolument à couper le souffle. Je crois que c'est une émotion, je la ressens là, rien que d'en parler, ça me fait des frissons partout. C'était quelque chose que je garderai toute ma vie. C'est incroyable, vraiment une force, En fait, c'est un milieu qui n'est tellement pas le nôtre. On est des étrangers dans cet environnement, et le fait d'avoir la chance de pouvoir y aller, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est un souvenir que je garderai toute ma vie. Alors, nous revoici en direct. Aude, je ne peux m'empêcher de dire qu'on a encore eu là un très beau témoignage d'un scientifique dans ces régions si éloignées de nous. Alors, je crois que tu te trouves maintenant à côté du totem, du coup, de Cyril Galu, pour nous présenter la macrofaune benthique. Oui, exactement. Et c'est un totem que j'aime particulièrement parce que, comme vous allez pouvoir le voir, il a des couleurs extraordinaires. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'on peut imaginer de ce qu'il y a sous les océans et sous l'océan austral. On se dit que c'est très froid, donc il ne doit pas y avoir grand-chose. Mais en fait, quand on regarde les photos et quand on regarde les lumières qu'il y a et le type d'animaux, c'est extraordinaire. Et donc, Cyril travaille sur la macrofaune benthique. On en a quelques exemples ici. Alors effectivement, moi je vois plein de formes, plein de couleurs. Combien à peu près de spécimens, par exemple, on pourrait citer d'espèces? Alors il y a à peu près 7500 espèces identifiées sur les écosystèmes benthiques, dont les échinodermes qu'on connaît assez bien, puisqu'il y a les étoiles de mer, là, comme on peut en voir une
Alors, je vais la prendre un petit peu. Hop, voilà, comme on en voit une ici. On a qui ressemble aux étoiles de mer qu'on trouve en Bretagne. On a aussi les éponges dans la même famille. Mais on a aussi les vers aquatiques, les anémones, ce type d'animaux. C'est très, très diversifié. D'accord, donc j'imagine qu'il y a encore de très nombreuses espèces à décrire. Alors, en fait, il y a même trop d'espèces à décrire. C'est-à-dire oui, quand les chercheurs font leurs prélèvements, ce que nous expliquait Cyril, ils en ramènent énormément d'espèces différentes. Et en fait, quand on est chercheur, quand on est spécialiste d'une espèce, on est spécialiste des éponges, par exemple. Donc, on saura tout sur les éponges. Mais c'est difficile d'être spécialiste de toutes les espèces. T'imagines, 7500 espèces différentes. Donc, en fait, une fois qu'on a inventorié et trié, on va mettre de côté des groupes d'espèces pour pouvoir les étudier plus profondément plus tard avec des gens qui sont formés. Mais alors plus tard, ça veut dire que ça doit pourrir ces espèces. Comment on les conserve? On les met dans ton frigo. Non. En fait, il y a tout un processus. Quand ils sont pêchés, on les trie, on nomme les espèces, on les compte, on les pèse, on les photographie. On met des étiquettes, évidemment, et en fait, on les préserve dans de l'alcool pour pouvoir voyager, c'est-à-dire les ramener depuis l'Antarctique, mais aussi les conserver en laboratoire jusqu'à ce que des équipes se forment pour les identifier, comme je te disais tout à l'heure. Très bien. Aude, on a bien compris, notamment avec le témoignage de Cyril Galu, que là, le matériel était vraiment soumis à rude épreuve, qu'il fallait qu'il soit robuste, et je crois que le totem montre notamment du matériel de plongeur, pour le coup. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qu'il expliquait, c'est que la difficulté en Antarctique, c'est que l'eau est glacée, elle est un petit peu en dessous de zéro, et que le danger, c'est que ça congèle. Donc les plongées sont assez courtes pour qu'il n'y ait pas de palier à faire. Oui. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, ils puissent remonter directement s'ils ont le surpresseur qui gèle notamment, et ils en ont toujours un deuxième en réserve au cas où il y en a un qui congèle. Donc tu as évidemment les palmes. On est sur du grand classique, sauf que tout est adapté pour être plus chaud. Et elles sont aussi très épaisses. Donc ce qui leur est très épaisse, c'est assez large, ce qui leur permet de mettre des vêtements en dessous pour pouvoir avoir le plus chaud possible. Alors, Aude, une dernière précision. Cyril faisait mention également des nouvelles technologies qui venaient un petit peu appuyer la recherche, notamment les plongées. Oui, alors c'est les nouveaux mélanges en fait gazeux qui leur permettent d'avoir des durées de plongée plus importantes. Donc là, je le laisserai préciser ces choses parce que moi, en dehors du tuba... Et il y a également des robots aussi qui vont explorer les grandes profondeurs, ou les profondeurs... Oui, tout à fait. On a des robots qui plongent tout seuls. Donc l'Ifremer, on a des magnifiques, des très beaux. Et nous, on travaille avec des ROV, en fait, qui sont des robots automatiques. Et on a des images qu'on verra de l'autre côté du totem. En fait, ce sont des images qui sont ramenées par les robots des fonds marins et qui nous permettent d'avoir accès à des endroits où ce serait trop dangereux pour des plongeurs. Est-ce que tu as des photos à nous montrer un petit peu? Parce que quand même, macrofaune benthique, on n'a pas tous la chance de pouvoir observer ça. On entendait aussi parler de ce concept de gigantisme également dans ces régions. Oui, tout à fait. Donc là, tu vois, on peut le voir. Je ne m'aventurerai pas à te décrire le nom, qui est assez imprononçable. Mais on a des animaux qui sont à la fois animal et végétal. Il faudra qu'on demande aussi des précisions là-dessus à Cyril sur le classement. Mais qui ont on dirait des plumes et on dirait qu'ils sont en train de voler dans la mer. Je peux pas, je sais pas comment te le décrire parce que là ils sont magnifiques. Des serpulidés ou des vers spiroquettes. En tout cas en Bretagne, on a l'impression que certaines espèces ressemblent un petit peu aux espèces que l'on pourrait retrouver par exemple en Bretagne. Aude, on l'a pu le voir notamment avec les 2 premiers totems et les 2 premiers témoignages. Pareil pour ce totem-là, finalement, tous ces organismes sont décrits, mais également on se pose la question de leur évolution dans un contexte de changement climatique. Oui, tout à fait. Comme le disait Cyril, on est sur des espèces qui sont très spécifiques à l'environnement dans lequel elles vivent. Elles sont uniquement sur les pourtours de l'Antarctique. Elles sont coincées avec le courant circumpolaire. Donc elles ont un endémisme qui les rend très particulières et surtout très dépendantes du milieu dans lequel elles vivent. Quelles vont être leurs réactions au réchauffement climatique, notamment au réchauffement de la température de l'eau? C'est tout ça qu'il faut, c'est un état de l'art qu'il faut avoir à un moment donné pour savoir comment elles vont évoluer et comment ces espèces vont s'adapter ou non au changement climatique.
Aude, je te propose de me rejoindre pour le mot de la fin. En tout cas, je ne peux pas m'empêcher de te partager une réflexion sur Internet. On nous remercie pour cet effort de diffusion, pour la vulgarisation des connaissances scientifiques. On l'a vu cet après-midi, il est essentiel de connaître les espèces, de décrire les espèces, voire même de décrire donc, de nouvelles espèces. Toutes ces espèces sont décrites avec un certain nombre, par exemple la bioindication, qui va permettre d'étudier, d'analyser les éléments physiques, chimiques pour mieux comprendre finalement l'environnement, le milieu de vie de l'animal, mais également de mieux comprendre finalement l'évolution de l'espèce dans un contexte de changement climatique. Et du coup, ce travail de scientifique, c'est un travail de scientifique à long terme sur des années. Également, on le voit avec cette exposition, Aude, le matériel est extrêmement présent. C'est du matériel extrêmement robuste parce que dans des régions, extrêmes, avec des conditions extrêmes, il faut du matériel extrêmement résistant et c'est là tout l'intérêt de cette exposition. Oui, on avait en fait envie de montrer la spécificité de ces milieux, qui est aussi une spécificité de la débrouillardise. Tu vois, on parle de technologie, on l'a vu avec les puces, avec les marquages, mais on a aussi faire avec ce qu'on a sur le terrain et des gens comme Christophe ou Yann te diront il faut aussi se débrouiller avec ce qu'on a sur place. Donc Yann, Christophe et Cyril, ce sont des Robinson mais d'épaule. Oui, tu peux dire ça. Ils sont capables de se débrouiller n'importe où. Après, tu vois, pour plonger, je pense qu'il faut autre chose que juste un sacré niveau de plongée quand même. Voilà, exactement. Alors là, on a découvert 3 scientifiques passionnants. Maintenant, je crois que demain, on se retrouve à nouveau ici, connectés en direct d'Océanopolis pour continuer à découvrir cette exposition, mais cette fois-ci avec 3 nouveaux scientifiques. Exactement. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui, avec grand plaisir. Surtout que demain, on va changer un peu de pôle, puisqu'on a 2 scientifiques qui travaillent en Arctique. On va commencer avec Isabelle Charrier, qui est chercheure à l'Institut des neurosciences à Paris-Saclay. Et elle travaille sur les sons, les vocalises entre les morses. Donc ça, c'est pour l'Arctique. Très bien. Ensuite, on aura Éric Armineau du Châtelet, qui est maître de conférence à Lille 1, l'université Lille 1, et qui, lui, travaille sur les amibatèques. Donc ça, les amibatèques. Moi, j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Exactement. C'est assez magnifique au microscope à balayage. Et enfin, on terminera avec Jean-Louis Martin, qui lui est chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier et qui travaille sur l'hyperabondance des oies arctiques et leur potentiel lien avec le déclin des limicoles dans l'Arctique canadien. Je vais y arriver. Écoute, c'est un programme qui est encore très riche. Moi, j'ai hâte de le découvrir. Merci beaucoup à vous pour avoir participé à cette émission en direct cet après-midi. Et on vous dit à demain, connexion à 14h30 pour découvrir ces 3 nouveaux reportages. Merci beaucoup. Merci Aude. Merci. À demain. À demain, merci beaucoup.